Eh bien, c'est parti pour l'enregistrement normalement. Là. Euh, Est-ce que vous entendez mon PC qui fait un... Ouais. Je vais recommencer. D'accord. Parfait. Je vais recommencer rapidement le partage. Alors, pour revenir sur la créativité, donc la définition, je vous l'avais donnée, elle est celle-ci, hein, donc originalité et pertinence euh, selon Todd Lubart, 2001. Et l'idéation, qui est un concept finalement qui vient d'une histoire, finalement, je pense, de la génération d'idées libres au sein voilà, d'une société qui commence à produire pas mal de choses nouvelles avec donc l'existence d'un problème, la pensée divergente et la pensée convergente. Et donc, ce que je vous disais, c'est que le processus créatif, scientifique et le processus créatif artistique, finalement, se recoupent, mais pas du tout dans les mêmes organisations ni cultures, avec cette idée qu'il y a toujours une imprégnation, une préparation et une incubation, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à la pensée d'émerger, une illumination ou en tout cas ce qui est appelé une intimation du côté de Wallace et Smith. Et il y a cette idée quand même d'illumination, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qui émerge et on se dit, ah ouais, tiens, il y a 2 minutes, je ne pensais pas ça, et il y a 2 minutes, je ne pensais pas que je pouvais avoir cette idée-là. Et suite à cette idée, eh bien, on l'expérimente, et dans un autre cas, on peut la vérifier, on peut la mettre en œuvre. On retrouve ça donc dans Creative Problem Solving. Et c'est quelque chose de un petit peu classique, hein, de se dire, ben voilà, on clarifie alors l'objectif, mais c'est surtout on clarifie le problème. Il y a de la recherche de solutions et il y a de la préparation à l'action. Ce que nous, on a alors proposé sous forme de, attendez, comprendre et construire le problème, imaginer et générer les idées, et puis faire et préparer à l'action. Avec une étape boussole au centre, qui est davantage une tour de contrôle. C'est là où on vérifie qu'on a bien affaire à un problème ouvert et que la méthode se prête à la proposition de solutions. Et puis, après chaque étape, on revient au centre pour se dire, bon, est-ce que c'est bien la vision et le défi qui va nous permettre d'avancer? Oui, à ce moment-là, on peut aller sur le imaginer, générer des idées. Non, on peut revenir en itération, reconsidérer le problème. Donc, cette allégorie, cette métaphore des îles, on l'a adoptée parce que pour métaphoriser dans l'imaginaire un modèle CPS qui, dans la littérature, se présente comme cela, avec donc des schémas plutôt abstraits qui, on s'en est rendu compte, ne sont pas faciles à s'approprier pour les apprenants. Et donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur cette étape de comprendre et construire le problème. Donc, clarification, c'est le terme hein, qui est utilisé généralement. Et puis, vous verrez que les autres essentiels ont été imaginés pour faire le focus sur la prochaine fois, transformation des idées, générer des idées imaginées, et la fois d'après sur l'implémentation des concepts. Enfin, développer le concept et l'implémenter. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Donc, le micro-processus créatif, divergence, convergence, pensée divergente, pensée convergente, c'est quelque chose qui s'applique à tous. Hein, on n'a pas besoin de passer par une méthode pour ça. C'est que, bah oui, on peut prendre le temps de multiplier les idées avant de choisir les options. C'est aussi bête que ça. Dans la réalité, c'est très compliqué de se donner le temps de la divergence, surtout dans un travail de groupe. Et là, il faut vraiment le dire de façon... On n'a pas forcément
la pensée divergente euh, automatique, quoi. Donc, viser la quantité des idées, différer son jugement, accepter toutes les options, faire des connexions, chercher la nouveauté, c'est plutôt des pensées divergentes. Et puis, comme on ne peut pas tout accepter, non plus sur un plan éthique, peut-être on a des critères, et puis on se dit, il y a des choses on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire. Eh bien, on va choisir les options, les évaluer, les sélectionner, et surtout juger de façon constructive, généralement avec des critères qu'on s'est donnés, tout en gardant un œil sur la vision. Et puis, l'idée, c'est de passer de l'idée au concept, c'est-à-dire que, on a peut-être une idée qui a fusé comme une illumination, mais là, on va peut-être la complexifier, la ramener à quelque chose de plus fourni. Et la difficulté, je vous le dis, notamment avec les étudiants, Myriam, tu pourras en parler, c'est de ne pas perdre l'originalité de la divergence à la convergence. Alors, comment ça se passe quand on diverge? Alors, pardon, je vais passer plutôt là-dessus. Si on prend la, la métaphore des îles, donc si analyser était le point central, il y a l'île imaginée, il y a l'île faire. Là, vous les avez prototypées vous-même. Si on est sur l'île de la clarification, on se rend compte qu'en fait, il y a trois endroits dans la méthode CPS qui existent. On explore le problème, on le questionne, on le re-questionne, on le soumet un petit peu on va chercher des données pour voir de quoi il s'agit. On le décrit encore plus. On formule une vision. Donc, c'est que serait le problème s'il était résolu? Et là, ça commence par une amorce dans la méthode qui s'appelle Ça serait merveilleux si. Et puis, on va identifier le défi, euh, les défis et choisir le défi sur lequel on va mettre des ressources pour générer des idées. Donc, je vous ai fait cette image pour que visuellement, vous voyez que vous êtes sur un territoire avec des ressources. Et c'est intéressant de ne pas appliquer une méthode comme quelque chose qui est abstrait et décorrélé de la matérialité des choses. On va vraiment mentalement et en collectif sur un territoire. Et c'est ce qu'on a essayé de vous faire vivre sur le plateau design à la Design Factory. Euh, alors, la construction du problème, vous êtes parti de vos propres problèmes. Là, c'était si on veut faire trouver des problèmes à des étudiants, c'est soit ils partent de leurs problèmes à eux, soit on peut proposer une image qui va évoquer, qui va être un support pour évoquer des problèmes. Et ces problèmes se multiplient en divergence. On peut en faire une liste. Et puis en convergence, il peut y avoir un vote sur le problème à adresser, à résoudre avec Creative Problem Solving. Donc, généralement, on donne 3 points à chaque personne et puis ils posent leurs 3 points sur les problèmes qui leur paraissent les plus intéressants, les plus importants ou les plus motivants à traiter. Dans la réalité, on a des porteurs de problèmes, et Myriam va nous en parler. On peut recevoir un appel à projet, on peut recevoir quelqu'un qui a un commanditaire qui vous dit, bah, écoutez, moi j'ai un problème, j'aimerais bien qu'on y apporte qu'on fasse des propositions de solutions. Ils ont parfois des représentations différentes du même problème. Donc, ne vous fiez jamais au déclaratif des porteurs de problèmes. Souvent, ils ont l'impression, quand ils viennent à deux ou trois, ils viennent traiter le même problème, et on se rend compte que, et ce sont les nuages noirs, ils n'ont pas forcément les mêmes nuages dans la tête et pas dans le même ordre. Donc, là, le rôle du facilitateur, c'est vraiment de clarifier, donc d'apporter une lanterne pour mettre de la lumière un petit peu et de la clarté sur ces problèmes, pour les faire davantage parler sur leurs problèmes, pour voir à quoi on a affaire. Donc, l'idée, c'est de les amener à mettre à plat les différents aspects de ce qu'ils ont à traiter et élargir leur compréhension de leurs propres problèmes, de leur vision et des défis créatifs à traiter avec la créativité.
Donc, c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, hein, c'est quand vous avez affaire à un problème, en fait, quand quelqu'un le porte, en tout cas, bah, soyez d'abord en phase de clarification avec eux. Donc, la construction du problème ouvert, l'objectif de la séance, c'était de vous faire comprendre que ce qu'est un problème ouvert par vous-même, en identifiant vous-même votre problème. Et un problème ouvert, c'est un problème dont la solution n'est pas unique, dont la solution n'est pas connue, auquel on peut apporter de multiples propositions de solutions et pour lequel la solution ne peut pas être définitive, mais sensible au changement du contexte initial. Donc, on est à la fois en dynamique et en proposition ouverte. C'est-à-dire que quand quand une séance de créativité se démarre avec « Ah oui, non, mais moi, j'ai la solution », ça ne peut pas être de la créativité, puisque personne n'a la solution. Et ça, c'est très difficile à comprendre quand on veut aller vite et qu'on veut être performant. D'où l'importance de lâcher la performance en phase de divergence, y compris en clarification. On va davantage découvrir le problème et se rendre compte qu'il n'y a pas forcément des options, enfin des solutions. Donc là, bon, c'était les consignes que je vous enverrai, que j'adapterai à votre séance. Et puis, à la suite de ça, et je vais aller un peu plus vite, mais pour vous remémorer les choses, vous avez élaboré la vision, c'est-à-dire décrire la situation rêvée si le problème était résolu, en commençant par ça serait merveilleux si. Donc, on a un problème ouvert, on a un groupe de porteurs de problèmes, du problème. Normalement, ce sont les porteurs du problème, mais on peut faire ça avec des étudiants, avec des apprenants, pour les faire réfléchir à un problème qui n'est pas le leur. Et là, les étoiles, ce sont des visions. Donc, chacun y va de sa proposition de vision. C'est ce que vous avez fait entre vous pour ensuite converger sur les visions qui intéressent le plus et identifier souvent deux ou trois visions et refaire une passe de convergence pour arriver à une seule vision. Là, elle est ici, qui met tout le monde d'accord, ou en tout cas qui fait au moins consensus partiel, mais majoritaire. Et on voit que la creative problem solving vous propose, entre le problème et la vision, de créer un chemin pour dire, bon, bah, quelles sont les étapes pour arriver à cette vision. Donc, rappelez-vous, on avait fait le mur des rêves. En fait, vous aviez chacun, en fait, ce mur n'avait pas lieu, mais vous aviez chacun fait votre propre vision que vous aviez notée sur votre feuille dans votre groupe. Ce qu'on fait généralement, c'est que quand on fait travailler plein de groupes différents sur la même vision, sur le même problème, pardon, on demande au groupe de venir afficher sa vision sur un mur des rêves et chacun peut se rendre compte de la multiplicité des visions et on vote pour la vision qui va être traitée, enfin qui va guider tout le travail. Et pour arriver au défi, il est question d'identifier en individuel et en groupe le maximum d'obstacles qui pourraient être un frein à la réalisation de la vision. Donc, ce sont les signes ici égal barré, donc différents. Ce sont les obstacles qui nous amènent, qui sont sur le chemin de la vision. Et ces obstacles peuvent être traduits chacun en défi créatif, en commençant par comment faire pour. Et ça change complètement le point de vue sur l'obstacle. L'obstacle qui peut être plombant devient un défi, un tremplin à l'imagination. Et donc l'imagination devient un outil intellectuel pour résoudre le défi. Et on obtient donc beaucoup de défis sur le chemin de la vision. Et là, on passe en convergence, puisqu'il y a toujours cette respiration créative, divergence-convergence, où il est question, pour savoir sur quel défi on va mettre de l'énergie, c'est pas quel défi il faut traiter pour atteindre la vision. On s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs. Mais quel est le défi qu'on va classer en numéro 1 pour mettre de l'énergie, du temps et des ressources sur ce défi? Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas si on résout le 1, on a tout résolu. C'est quelque part, il faudrait tout résoudre, enfin, traiter chaque défi.
Mais là, pour prioriser la mise en jeu des ressources, on va plutôt commencer par le 1, puis le 2, puis le 3. Donc là, il y a deux possibilités. Soit, et nous on l'a fait dans des dispositifs de type hackathon, on met un groupe sur le défi 1, un groupe sur le défi 2, un groupe sur le défi 3, ou bien tous les groupes sur le défi 1, et là, on a une richesse sur un défi qui est vraiment très intéressante. Quand il y a 5 groupes qui vous donnent des solutions sur un défi, on a vraiment l'impression d'avoir approfondi un défi. Voilà, donc les deux possibilités sont là, hein, et tout dépend de la conception de l'atelier. Donc, on identifie les obstacles, on les traduit en défis, on priorise les défis, on en choisit de 1, 2 ou 3 selon les ressources que l'on a, mais on peut en prioriser 10 si on a vraiment beaucoup de ressources. Alors, quid de l'exploration du problème? Une fois le problème ouvert, énoncé, puis je vais arrêter là-dessus sur cette question-là, en fait, il peut être flou, il peut être mal formulé, il peut recéler plusieurs problèmes à la fois, et il peut même cacher des problèmes qu'on ne veut pas voir. Et la clarification, dans un premier temps, quand on explore, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que on n'est pas dupe du déclaratif sur un problème. C'est rarement le bon problème, ou c'est rarement la façon d'en parler cache énormément de choses. Et ce qu'on vous a proposé, donc il y a un outil qui est la carte mentale, et la technique, c'est ce que vous avez fait, c'est le QCP, quoi, qui, où, comment, quand, pourquoi. Ça permet cet outil en tout cas permet vraiment de mettre les gens en dialogue pour vraiment se dire, bon, de quoi on parle? C'est la première étape. Donc l'outil de l'exploration du problème, c'est questionner et collecter. Avant tout, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les phases de préparation, les phases, ça existe hein, de façon classique dans tous les processus créatifs, c'est qu'il y a un moment où on doit un petit peu démêler les choses. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils. Donc, l'entretien semi-directif exploratoire, la carte mentale avec QQO, QCP, c'est ce qu'on vous a fait faire sans la carte mentale, mais c'était plutôt un template hein, avec les différentes cases. Les mots-clés comme base de questionnement peuvent être intéressants. L'image comme base de questionnement, les 5 pourquoi pour découvrir les causes racines, et puis avec des collectes de données de différents niveaux, avec l'observation en situation qui peut nous amener aussi beaucoup d'éléments sur la compréhension des situations problématiques. La cueillette de données, la récolte, mise en lien avec des éléments. Et là, on peut faire jouer soit un processus structuré de récolte des données, soit la sérendipité, c'est-à-dire que vous allez euh, explorer un terrain et recueillir ce qui vient à vous, laisser aussi agir le hasard sur, tiens, j'ai besoin de m'inspirer dans telle ou telle situation, ce qui va me permettre de ramener des données sensibles pour comprendre le problème. Voilà. Euh, la clarification appliquée à des cas réels, ce sont généralement des porteurs de problèmes. Alors, vous avez votre public. Hein, si vous faites des ateliers, c'est avec des gens qui peut-être sont porteurs du problème ou porteurs des solutions, mais en tout cas, généralement, ce sont des porteurs du problème qui proposent un problème fermé et le travail de facilitation consiste à ouvrir le problème pour laisser de la place à la créativité du groupe. Souvent, les gens viennent avec le problème relativement fermé et la solution et disent on voudrait réfléchir là-dessus. Eh ben, d'abord, ne pas proposer de solution et réouvrir le problème. La difficulté de la clarification, c'est de mettre en adéquation le cahier des charges des commanditaires et les objectifs pédagogiques du projet. Voilà. Nous, du côté de la Design Factory, on a des commanditaires qui peuvent être des entreprises, des collectivités,
des formateurs, des associations, je ne les ai pas tous mis, des associations, euh, des, des services qui sont en lien ou pas en lien avec la pédagogie dans l'université, qui peuvent être nos commanditaires, dans un but, dans des buts très très différents. On a des buts pédagogiques, il y en a qui viennent pour des buts commerciaux, hein, techniques, financiers, des enjeux de communication, bref. Et aujourd'hui, on travaille davantage sur des buts de transition socio-environnementale. Donc ça, c'était plutôt ta partie, Myriam. En tant que professeur d'économie, je vais te laisser la main et d'abord prendre des questions, des réactions parmi vous. Est-ce que quelqu'un a besoin d'exprimer quelque chose? Ok. Bénédicte? Alors oui, moi j'avais une question sur ta dernière remarque, là, quand tu parles de mettre en adéquation le cahier des charges du mandataire avec les objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques pour toi, c'est l'ingénierie de la séquence, le montage bah oui, de la séance de créativité, c'est ça ou c'est autre chose? Alors, nous, dans la formation, hein, donc pas en situation de facilitation, mais étant donné qu'on a un dispositif pédagogique, les commanditaires, en fait, veulent des solutions très vite, en fait, des solutions qui ne sont peut-être pas si créatives que ça. Ils veulent peut-être plus des solutions tout court. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que, en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est un cahier d'idées avec un groupe qui va être libre de leur proposer ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est que le commanditaire, en fait, il faut qu'il soit clair sur, faut mettre au point, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Est-ce que vous souhaitez être inspiré alors nous, on a des étudiants d'université. Est-ce que vous souhaitez être inspiré? Ou bien est-ce que, par exemple, ils nous disent, oui, mais alors il faudrait prendre en compte les aspects financiers, etc. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que pédagogiquement, le sujet serve aux étudiants à acquérir des compétences créatives. Donc, tout ça, ça fait partie de la clarification avec le commanditaire. Ok. Bien. Myriam, est-ce que tu veux prendre la main parce que là, nous avons un cas pratique. Ouais. Est-ce que tu as mes diapos ou je les prends directement? Alors, bah, commence et puis je vais les chercher, je les ai ouvertes. Ah bah c'est bon, je les ai. Alors, Alors, du bah, coup, tiens, je peux partager. Attends, hop, je les ouvre. Hop. Donc, alors, moi, j'ai choisi de vous montrer ce que je fais dans un de mes cours qui s'appelle Aménagement des territoires de montagne, qui est un cours qui s'adresse à des Master 2, deuxième année de master en droit et en sociaux. Donc vous voyez que, il y a déjà un public mixte, un public pas du tout aguerri aux méthodes de créativité. Et donc, je pars d'un vrai appel à projet. Donc là, cette année, ben, c'est un projet leader qui va de 23 à 27. Donc, on était même avant la date limite de dépôt. Donc, peut-être que certains déposeront le projet, je ne sais pas. Et alors, je vous ai fait un résumé du projet. J'imagine que ça vous intéresse pas de le lire, mais en gros, l'objectif principal, c'était améliorer la qualité de vie et d'accueil pour un territoire résilient. Donc, on était dans un territoire entre lac et montagne, c'est-à-dire Savoie et avant pays savoyard, et donc des territoires de montagne et des territoires de vallée. Et puis, on avait trois objectifs qui étaient rendre le milieu rural et les citoyens acteurs de la transition écologique et sociale, accompagner les évolutions et transitions sociétales, écologiques, énergétiques, territoriales, renforcer les liens sociaux, y compris intergénérationnels. Donc là, typiquement, on voit qu'on est dans un problème ouvert puisque on
on a un panel d'objectifs assez large et on voit dès le départ que, il ne peut pas y avoir une seule réponse à ce genre de problème. Donc, le parti pris, c'était de faire choisir aux étudiants l'objectif qu'ils voulaient. Et donc, à partir de là, c'était pour eux de questionner cet objectif et d'essayer d'apporter quelques pistes de solutions. Donc, première phase, donc là, alors, je vais vous montrer les résultats, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle importance il y a à passer par les différentes phases de la technique CPS. Et donc, pour commencer, il y a toujours le mind map, puisque là, en plus, j'ai affaire à des publics différents qui, bien évidemment, ne mettent pas tous la même signification derrière les mots aménagement et territoire. Donc, ça a directement en lien avec mon cours, mais aussi derrière des termes aussi vastes et puis aussi chewing-gum, hein, c'est-à-dire que tout le monde y met ce qu'il veut derrière. Ces deux termes de résilience et de transition qui sont très à la mode. Et il n'y a rien de pire que des mots qui sont à la mode, puisque chacun y met sa définition. Donc, première étape, c'est de revenir sur les termes du problème. Donc, moi, je leur demande de proposer un projet d'aménagement du territoire. Donc, il faut que dans le groupe, tout le monde soit d'accord sur ces deux termes. Et les projets portent sur la résilience et la transition. Et là, donc, travail un peu long de mind map, mais bien évidemment indispensable pour que dans le groupe, donc ils étaient une dizaine de groupes, je crois, chaque groupe doit partager ensuite. Donc, il faut qu'ils l'écrivent, hein, vraiment. Ils écrivent la définition de ce qu'est pour eux l'aménagement du territoire et ils écrivent les définitions des termes résilience et transition. Donc, c'est un travail indispensable pour qu'ensuite, ils avancent dans le même sens à l'intérieur du groupe. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez voir que les projets qui en sont sortis sont, honnêtement, alors ça fait plusieurs années que je fais ça et je suis toujours épatée. Mais avant de vous montrer ce qu'il en est sorti, je vais quand même vous montrer. Donc là, je vais arrêter le partage. Je vais vous montrer le travail d'une étudiante qui n'a pas pu assister à l'atelier et qui m'a renvoyé son travail. Ben, je l'ai reçu ce matin. Voilà, donc c'est tout neuf. Donc j'ai pas eu le temps de le lire, mais juste euh, premier coup d'œil, vous verrez la différence de rendu par rapport aux étudiants qui ont suivi l'atelier. Donc, cette jeune fille, alors je suis pas sûre que... Attendez, voilà. Je... Ouais, c'est bon. Bon, je vais partager. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Il faut que je me mette là. Voilà, pardon, je suis un peu... Donc, je partage ça. Voilà. Donc, elle a choisi Cœur de Savoie. Donc, je ne sais pas si vous savez où est Cœur de Savoie, parce que tout le monde n'est pas savoyard parmi vous, mais c'est au niveau, ça c'est le lac Saint-André, très beau si vous ne connaissez pas. Donc, Cœur de Savoie, c'est de ce côté-là, c'est du côté des Marches, d'Apremont, c'est au sud de Chambéry, au pied de la Chartreuse. Donc, elle n'a pas suivi l'atelier, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire, parce que bien évidemment, elle est évaluée hein, sur ce travail. Et donc voilà, elle a répondu à l'appel à projet, elle a choisi son territoire. Le territoire était assez vaste, donc chaque groupe, vous le verrez, a choisi des territoires différents. Et les problèmes qu'elle a mis en avant, c'est lieu de passage important, risque d'être un territoire de retard, et au carrefour de plusieurs grandes villes. Alors, bon, là, je ne sais pas si je suis d'accord avec cette analyse, mais ça, à la limite, ça va être mon problème. Et donc, voilà, en tout cas, elle, ce qu'elle a repéré. Donc, après, bien évidemment, on fait cette phase
d'exploration, hein. Donc moi, mes étudiants, ils avaient à explorer toutes les spécificités du territoire qu'ils avaient choisi. Donc là, elle nous fait un petit diagnostic. Ça fait partie du cours, donc ils ont aussi quand même un peu des notions d'aménagement du territoire avant d'arriver à l'atelier. Donc il y a les spécificités du territoire. Donc on est en économie, hein, donc il y a tout ce qui est problème démographique, problème de localisation, emploi, chômage, dynamiser les villes. Et, euh, et voilà. Donc, elle a euh, décidé dans son projet de faire du lien, bon d'accord, il y a quelques fautes d'orthographe, entre villes plus peuplées et petits villages. Pourquoi pas? C'est une orientation qui se défend. Et donc, elle prépare plusieurs choses, une ferme auberge, des pistes cyclables, d'aménager, donc mettre en valeur les espaces naturels, aménager euh, un petit lac à côté, un autre qui s'appelle Sainte-Hélène-du-Lac. Donc, installer un observatoire à oiseaux, développer des itinéraires, aménager des berges, les savoir-faire régionaux, etc., etc. Ok, donc voilà, là on a un rendu de devoir, j'allais dire classique, mais on est quand même d'accord que des pistes cyclables, des aménagements de berges, des espaces de protection des oiseaux, ça existe, ça n'a rien d'innovant par rapport à ce qui existe déjà. Elle peut le proposer, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas ici les résultats que on peut obtenir si on passe par la méthode créative. Et c'est là que je reviens sur mon diaporama et que je vous montre ce qu'ont proposé les autres. Et alors, vous allez voir que on est sur 6 projets, donc 6 groupes, euh, qui sont les suivants. Donc ça, c'est les noms de leurs projets, hein. Au fil du Rhône, le village partagé, Bauge-Gosse, les guerriers de la terre, Gatrem et Oignon. Voilà. Je vous montre au fil du Rhône, c'est ça. Donc là, vous voyez déjà que leur projet à eux, c'est de se situer sur Yenne, qui est une ville dans l'avant-pays savoyard qui n'a absolument aucun intérêt. J'espère que personne n'est de Yenne dans le public, mais il n'y a aucun intérêt. C'est pas très beau, c'est pas du tout animé, c'est pas tout à fait une ville dortoir, mais c'est vraiment pas une ville où on a envie d'aller s'installer pour vivre une belle vie. Et là, donc, ils ont repéré les problématiques. Comme d'habitude, on fait ressortir les problèmes, hein, euh, ce qu'expliquait Christine tout à l'heure, hein, et on essaye d'apporter différentes solutions. Et donc, les objectifs de leur solution, c'était de vivre plus proche de son lieu d'habitation, redynamiser la vie des centres-bourgs, revoir les modes de consommation, changer les modes de transport, les rapports à l'eau, prendre en compte les spécificités du territoire. Donc, on voit quand même que c'est orienté par les conditions de l'appel à projet, résilience et transition, puisque la transition, elle est ici écologique. Et donc, ce groupe, en fait, ils ont proposé de relier les différentes communes de cette communauté de communes de Yenne et de partir du canal du Rhône pour étendre le canal entre ces différentes villes, résoudre les problèmes de transport, changer les modes de transport. Et on a ici quelque chose qui est très original. Alors, réaliste, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là dans l'atelier, mais on est quand même sur autre chose que je vais mettre en place des pistes cyclables pour répondre à l'appel à projet. Une autre réponse, un autre atelier, mais alors complètement différent. C'est le même atelier, hein, c'est les mêmes. Les étudiants sont mélangés, hein, juristes et sociologues. Eux, ils ont été dans les Bauges, un massif au-dessus de Chambéry. Et eux, ils ont décidé de mettre en place, donc de répondre d'avoir une autre vision. Et ils se sont penchés sur le problème de,
de villages qui manquent d'attractivité parce que si on y habite, on est obligé d'aller loin voilà, et ça pose problème pour trouver des assistantes maternelles. Donc, problème de crèche, peut-être une sensibilité particulière dans le groupe, c'est pas grave. Ça rentrait dans l'appel à projet, le lien social. Et là, on est carrément sur un projet de crèche qui reçoit, qui forme, qui va chercher les enfants avec des bus. Je vous ai pas mis les images. Alors, elles inventent hein, les images. Hein. Elles sont inventées. Elles n'existent pas, bien évidemment, ces structures-là. Mais là, on est sur quelque chose qui peut être mis en place puisque c'est un centre d'accueil pour les enfants, de formation pour les assistantes maternelles. Il y a un service pour aller chercher les enfants à domicile et euh, tout ça regroupé sur un site qui, en dehors du fait qu'il va rendre attractif le petit village, va euh, attirer en plus les assistantes maternelles qui souhaitent se former. Après, alors là, celui-là, il est encore plus exubérant puisque là, on est sur le mont Revard, hein, toujours dans les Bauges d'ailleurs. Et ce groupe-là, en fait, il était plutôt sur l'aspect touristique de l'appel à projet. Et ils ont décidé de mettre en place un jeu de piste jusqu'à un camping caché. En fait, le jeu de piste sert à découvrir où se trouve le camping. Donc, je vous ai passé les détails parce que bien évidemment, moi j'ai quand même un peu des dossiers importants, mais c'est juste pour vous montrer que là, c'est pareil. À chaque fois, ce qui est important, c'est de retravailler la problématique. Donc, le Mont Revard se situe à une altitude moyenne, les activités touristiques sont en déclin. Comment redynamiser l'attrait dans une perspective résiliente? Donc, l'objectif, c'était de susciter l'intérêt des acteurs locaux autour d'un projet innovant pour faire face aux défis climatiques et économiques. Donc, le circuit qui est mis en place ici rassemble une multitude d'acteurs locaux. Donc, ça part de la gare de Chambéry, ça va jusqu'au pied de ce lac sur le Mont Revard. Et donc, sont des vrais acteurs, hein, ceux qui sont allés chercher. Après, le camping, il n'existe pas. Je ne sais pas si je vous rassure ou pas, là, mais... donc, Tu nous rassures. et et ce que j'ai aimé, c'est que chaque acteur est un des pions du circuit pour aller à la solution. Ensuite, on a le village partagé. Alors là, ben, Yen aussi se retrouve, c'est dans la ville de Yen. Et là, pour eux, c'était vraiment un projet beaucoup plus architectural ou d'urbanisme. Et en fait, leur problème à eux, c'était combattre l'artificialisation des petites villes, qui du coup deviennent moches, pas du tout envie d'y habiter, les habitants ne se connaissent plus. Là, c'est pareil, vous avez un appel à projet des questions. Comment rendre, donc, pardon, un constat sociétal, un constat écologique qui permet la clarification, et ensuite les questions que ce constat pose. Donc, cette démarche de clarification, elle est indispensable. Après, ils en ont décliné une idée, donc celle que vous allez vous aussi développer tout à l'heure, et leur projet, c'est de verdir le centre-ville pour combattre l'artificialisation avec les problèmes de chaleur, de froideur, d'inciter les gens à sortir et donc à se rencontrer, enfin, tous les objectifs qu'ils ont pu me décrire dans leur projet. Là, on en a un autre, un peu, qui vaut à peu près le camping souterrain. Si on devait être dans l'échelle de réalisation, je suis pas sûre qu'on y arrive, mais pourquoi pas? Là, c'est un archipel éco-urbain. Alors, c'est très joli, comme vous pouvez le constater. Merci, ChatGPT, j'imagine, pour les images. Mais Oh, ici, c'était, eux, ils ont opté pour redynamiser le tourisme d'une toute petite ville à côté du Bourget du Lac. C'est un village, hein, c'est pas vraiment une ville. Alors, bon, je leur ai fait remarquer que c'était absolument pas réaliste, même pour des raisons géographiques, parce qu'il y a
aucun accès à partir de Bourdeau. C'est du côté très pentu et sauvage du lac du Bourget. Mais bon, mettons ce côté irréaliste. Euh, Là, on voit que à chaque fois, on a quand même des idées qui sont très originales. On rentre quand même voilà, dans des solutions qui, en tout cas, invitent ou incitent à la réflexion et à aller chercher un peu plus loin que la seule piste cyclable ou l'itinéraire. Après, alors là, on est plus dans l'événement ici, mais ça marche aussi en termes d'aménagement. On sent la prof là qui parle. Ça marche aussi parce que c'est un événement qui est récurrent. Et bon, moi, dans ma formation d'économiste du développement, un événement récurrent peut contribuer au développement d'un territoire. Donc là, c'était, alors en plus du jeu de mots qui m'a beaucoup plu, randonnion, parce qu'en fait, eux, ils ont déliré sur l'oignon. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont déliré sur l'oignon et ils ont monté tout un événement autour de l'oignon. Donc chacun paye avec des oignons, doit faire une randonnée avec différents types d'activités, de parcours, de découverte de la nature. Et tout se finit, alors là, je vous ai pas mis la diapo, mais tout se finit par une soupe à l'oignon, quoi, à la fin, et voilà. Avec bien évidemment un atelier pour préparer la soupe à l'oignon. Donc, euh, en dehors du côté un peu anecdotique, on a quand même ici une activité qui est censée résoudre une problématique. Donc là, on est en Chartreuse, Saint-Pierre-de-Chartreuse, petite station de ski qui, bien évidemment, a du souci à se faire si la neige arrive à manquer. Et on est ici dans une activité qui doit combler cette économie différenciée entre l'été et l'hiver. Euh, Contribuer à réduire le problème de la baisse démographique, du vieillissement de la population pour attirer une population plus jeune. Et voilà. Et donc là, on a un constat à partir de cet atelier, c'est que on voit qu'à partir d'une même consigne de départ, hein, améliorer la qualité de vie et d'accueil pour un territoire résilient, avec une mind map autour de 4 mots indispensables dans la phase de clarification, aménagement, territoire, résilience et transition. Une phase de clarification, comme vous avez pu le constater, à chaque fois les étudiants ont vraiment posé les problèmes et décidé de résoudre un ou plusieurs de ces problèmes. On voit que cette phase, elle a ouvert des horizons par rapport à la personne qui a travaillé toute seule chez elle, pas en groupe et pas en atelier. Et on a des horizons qui se sont ouverts, on a des étudiants qui ont pu partir sur des pistes très variées. Et donc, je rejoins ici ce que disait Christine, c'est-à-dire qu'avec une même vision, on peut avoir plusieurs pistes et que même sur une même piste, on peut avoir, grâce à la méthode, la démarche CPS, avoir des propositions très variées que la convergence, hein, ensuite permettra de choisir. Donc ici, on est bien sur une méthode créative, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une originalité des projets pour revenir à cette définition de la créativité et que chaque projet a été proposé en pertinence avec les territoires euh, qui ont été choisis et qui ont leur propre spécificité. Donc voilà ce que je voulais vous Merci montrer. pour cette première partie, Myriam, parce que l'idée, c'était de vous apporter un témoignage d'une enseignante pour l'université qui s'est saisie de ces méthodes-là en pédagogie, avec des résultats divers. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Et Myriam est partie de mots-clés. Elle, sa méthode, c'était vraiment de donner des mots-clés pour Maïra.
J'ai vu que tu avais mis un Oui, j'ai petit... juste mis like, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Moi, comme je viens du milieu des startups, je vois, et ça se voit là, clairement la différence en fait entre vraiment la créativité au service vraiment de l'innovation et de créer quelque chose vraiment hors du commun en fait. Dans ce Hmm. cas-là, j'ai trouvé ça très bien. Merci. Mais moi, Je j'ai voulais. peut-être une question. En fait, c'est, j'imagine que, enfin, pour arriver à ce niveau de créativité, quand on parle de gens qui sont plutôt dans le privé ou autre chose, est-ce que les commanditaires sont prêts à partir complètement dans des choses enfin, Myriam, tu nous as montré entre le Oui, devoir classique et l'autre, et comment finalement embarquer oui. le commanditaire à Alors, aller oui. aussi loin que ça, quoi. Alors, merci pour cette question, Lise, parce que du coup, j'allais enchaîner sur une autre expérience que j'ai pas faite encore cette année, mais chaque année, j'interviens dans un projet qui s'appelle Python à l'Université de Savoie, où je suis. Et c'est des entreprises qui sont les donneurs d'ordre. Et là, pour revenir pour rebondir sur ce que disait Christine tout à l'heure, on arrive avec des projets donc des problèmes de ces entreprises. Mais alors, c'est des vrais problèmes, hein, puis très techniques, aller regarder sous une cuve, vendre une piscine en inox. On a tous les ans, on a Salomon qui veut une nouvelle paire de baskets, un sac à dos, je sais pas quoi. Enfin, mais vraiment des trucs aussi divers et variés que très terre à terre. Et, euh, et eh ben, eh ben oui, on arrive. Alors, je dis oui, mais j'ai quand même deux, trois exemples où on a toujours oui, mais on n'a pas les sous. Et ça, on y a droit à chaque fois. Et donc, malheureusement, des fois, la créativité tombe un petit peu. Pardon, excusez-moi. La créativité tombe un petit peu et là, effectivement, on a un peu du mal. Mais la solution qu'on a adoptée avec ben, la personne qui coordonne ces projets et puis les autres animateurs, c'est qu'on fait participer les gens de l'entreprise à l'atelier. Et du coup, ils se prennent au jeu et ça marche mieux dans ces cas-là. Et donc, ils retiennent peut-être pas. Alors, je vais reprendre par exemple l'archipel éco-urbain, par exemple. Effectivement, ils vont peut-être trouver le projet un peu exubérant, ils vont se dire, ouh là là, mais alors il faut faire flotter les maisons, comment les gens y vont, enfin vous voyez. Mais en tout cas, on arrive toujours à, à ce qu'ils gardent un tout petit bout de la créativité. Donc on n'a pas tout perdu. Et en plus, euh, ça, ça, ça leur donne d'autres idées, en fait. Et c'est vrai que la plupart du temps, hein, ils arrivent avec un problème. Et ils pensent avoir déjà la solution, parce qu'ils y ont quand même réfléchi, ce sont des gens du métier. Donc moi, j'ai l'exemple de la piscine en inox. Ils se disent, bon, bah moi, je sais faire des piscines en inox, et donc je vais je vais faire pour la commercialiser, qui va me l'acheter, etc., etc. Et en fait, les idées des étudiants pour ce projet ont, on donnait d'autres idées de forme. On donnait des idées de creuser les piscines en inox pour mettre, je sais pas, le verre de jus de fruits. Enfin, vous voyez. Et il y avait plein de choses comme ça auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, en cherchant, en se basant seulement sur la question de la commercialisation, on a aussi travaillé sur le concept de cette piscine avec tout ce que, bah voilà, le terme inox pouvait éveiller comme, ben, je sais pas, sensation, sentiment auprès des éventuels clients. Donc, faire travailler des étudiants de façon théorique dans un cours, c'est autre chose que de répondre à des vraies commandes de vraies entreprises. Et j'imagine que parmi vous, il y a plus de gens qui vont être dans ce cas-là. Et honnêtement, à part quelques récalcitrants, mais franchement, quand on leur dit que ça va être un atelier de créativité, au bout d'un moment, ils se laissent prendre au jeu et ils se laissent assez bien, dans la majorité des cas, embarquer par Alors, le ouais. flot Et d'ateliers les et commanditaires, d'idées.
Pardon, les commanditaires peuvent être de tous ordres. Ici, dans le DU, vous avez chacun votre public et on adapte évidemment la méthode et surtout la facilitation, c'est ce que vous verrez la prochaine fois à votre public, y compris dans ce à quoi vous devez arriver. La créativité n'est pas un modèle qui, qui, qui standardise, mais au contraire, comme l'a montré Myriam, qui ouvre les variétés de réponses. C'est ce qu'on voulait vous montrer. Et comme il est 14 heures, Myriam, et que tu voulais leur faire un exercice un peu sur la recherche d'un problème ouvert, on peut peut-être passer au travail de groupe. Alors oui, bah, je vais te laisser peut-être après les mettre en groupe, mais bon, ce qu'on se disait avec Christine aussi, c'est que bah, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que en groupe, eh bien, vous inventiez un problème ouvert. Alors vous l'inventez ou vous prenez un problème qui vous tient à cœur ou que vous aimeriez Qui voir. vous concerne, ouais. Ouais, voilà. Et vous mettez d'accord sur les termes du problème, c'est-à-dire que vous faites votre mind map, vous donnez des définitions, enfin vous donnez, bon, je ne vais pas être trop scolaire non plus, mais vous vous mettez d'accord sur la bonne compréhension du problème. Euh, et ensuite, une fois que le problème a bien été cerné par tous les membres du groupe, il y a une vision. Ce serait merveilleux si. Donc, ce qu'on vous demande avec Christine, c'est que vous nous présentez votre problème. Vous nous dites, ce serait merveilleux si les choses se passaient comme ça. Et après, quel défi, c'est-à-dire comment je fais pour arriver à ça, c'est-à-dire que là, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de choisir les défis, mais si vous pouvez, en recherchant des solutions à ce problème, ben, Identifier les repérer autres. tous les obstacles Voilà. qui vont devenir autant de défis à surmonter. Voilà, deux, trois, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christine, mais déjà deux, trois défis, c'est bien parce que après, l'idée, c'est d'en choisir un et en atelier, donc je ne sais pas, plus tard, ou peut-être que vous en aurez d'autres, partir sur ce défi Alors, ce qu'on voulait reprendre la phase de ouais. divergence et convergence. Voilà, ce qu'on veut vous proposer là, c'est de vous montrer que de façon assez rapide, on peut explorer un problème et au moins formuler une vision et repérer des obstacles. Les obstacles, c'est assez facile parce que ça vient tout de suite. Si on vous dit de repérer les défis, c'est moins facile. Plutôt qu'en groupe, Myriam, je propose qu'on vous mette par deux pour que vous disiez, ben, je vais trouver un problème ouvert qui vous concerne vous personnellement. Est-ce que vous avez un problème en ce moment euh, que vous aimeriez traiter et trouver une vision. Mais comme on ne va pas vous demander en si peu de temps de vous mettre d'accord sur le problème de l'un ou de l'autre, c'est que chacun va avoir son problème et chacun très rapidement va trouver une vision. Et l'autre va simplement poser la question, ça serait quoi la vision si ton problème était résolu? Donc je vous mets les consignes dans le chat. Normalement, quand vous allez être en groupe, en salle, les consignes perdurent. On va juste explorer ça pendant 15-20 minutes avant de se retrouver et puis de conclure. Vous montrer que la clarification peut être faite aussi de façon assez rapide. Donc, diverger, converger, ça veut dire chercher vos problèmes. Ah tiens, je pourrais traiter ça, 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 ça et ça. L'autre personne va vous demander converger, lequel tu voudrais traiter. Décidez rapidement. Même chose pour l'autre personne. Quels sont tes problèmes? On diverge, on en énumère beaucoup. La personne vous aide en disant quel serait celui que tu voudrais traiter. C'est un exercice, ne prenez pas 3 heures à vous dire ah non, mais si je renonce à un problème, c'est difficile, c'est frustrant. C'est juste pour l'exercice. Et ensuite, si le problème était résolu, comment ça serait? Quelle serait la vision? Ça serait merveilleux si. Et quels sont les obstacles sur cette vision? Et on va s'arrêter là et on va revenir.